Nous sommes très heureux sur l'association Généralistes et Addiction de pouvoir vous faire intervenir sur cette thématique. Le contexte de cette présentation, c'est que nous avons été sollicités par des intervenants de premier recours sur des problématiques de mésusage et plus particulièrement en fait d'ordonnances falsifiées de prégabalines dans des pharmacies d'officine. Et puis dans un contexte plus global d'addictologie lilloise, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sollicitations sur ces questions. Donc on a trouvé très intéressant de pouvoir vous faire intervenir l'un comme l'autre sur cette présentation. Donc on va vous laisser la main à présent. Un très grand merci à vous. Et vous nous dites quand on fait passer les diapositives. On va donc couper notre micro et l'ensemble des questions des participants, s'il vous plaît, sur la conversation. Et on maintient les micros fermés tout le temps de la présentation. Merci à tous. Bon, merci à vous de nous avoir invités sur ce thème. C'est vrai que ce n'est pas le produit le plus fréquemment rencontré, j'allais dire, dans le champ de l'addicto, mais c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation qui n'est pas récent, et ça, je laisserai Sylvie Lehol, qui connaît mieux l'historique de la vigilance, j'allais dire, autour de la prégabaline, en parler. Petite présentation rapide de qui on est peut-être. Moi je suis donc médecin, psychiatre et addictologue, je travaille depuis longtemps en addicto. Je travaille dans le cadre de CHRS Visa, donc l'association Vivre l'insertion sans alcool qui gère 4 CHRS sur la métropole lilloise et 1 à Dunkerque, que je pense pas mal de gens connaissent. Et je travaille aussi à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, donc avec des mineurs dits délinquants, où vous vous en doutez, les problématiques d'addictologie sont extrêmement fréquentes. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené depuis 2-3 ans essentiellement à entendre parler de la prégabaline, alors à la fois par les usagers de Visa et également dans le cadre de la PJJ, donc de la protection judiciaire, auprès de jeunes délinquants qui soit l'utilisent dans un contexte, j'allais dire, de migration, c'est un peu l'image classique que l'on a de l'usage de la prégabaline, mais aussi dans des usages délictueux, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, je laisse Sylvie se présenter. Bonjour, je suis Sylvie Lehol, je suis médecin au centre d'addictovigilance des Hauts-de-France. Effectivement, la prégaballine a comme objectif été effectivement un élément de préoccupation. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement les missions du centre d'addictovigilance. L'addictovigilance a pour but de repérer des usages de substances psychoactives hors alcool et hors tabac qui pourraient poser des soucis pour la population générale, et donc on met en œuvre une surveillance à long terme par différentes enquêtes qu'on peut réaliser, mais grâce à toutes les notifications qui sont réalisées par les professionnels de santé. Et une fois qu'on a une substance effectivement qui peut poser un problème pour la santé publique, on va organiser une enquête pour mesurer l'impact de ce mésusage chez les patients et dans la population générale. Auquel cas, si effectivement il y avait une problématique, on avertit les autorités de santé nationales, l'Agence nationale du médicament, mais aussi régionale, l'Agence régionale de santé, pour que des mesures puissent être mises en place pour pouvoir limiter le mésusage d'une substance. Donc nous sommes 13 centres au niveau national et nous on s'occupe effectivement des Hauts-de-France, et c'est grâce au travail de réseau et au travail en collaboration avec les professionnels de terrain qu'effectivement on peut avoir une remontée des signaux. Merci. Merci bien. Donc la prégabaline, du commercial Médica, fait partie d'une classe médicamenteuse qu'on appelle les gabapentinoïdes, puisqu'ils partagent les mêmes modes d'action. Alors contrairement à ce que son nom pourrait évoquer, le mécanisme d'action de la prégabaline et également de la gabapentine ne repose pas sur une interaction avec les récepteurs
de type GABAergique, comme par exemple les benzodiazépines, ces molécules vont venir moduler la transmission de l'information au niveau des nerfs périphériques ou du système nerveux central par une action sur les canaux calciques. Donc en fait, il est important de comprendre que la prégabaline en soi n'est pas un antalgique, elle va venir moduler la transmission des informations et notamment elle va diminuer un des systèmes de neurotransmission au niveau du système nerveux central qui est le système plutôt excitateur, le système glutamatergique. De ces mécanismes d'action découlent ces indications dans l'épilepsie et dans les douleurs neuropathiques. Ces indications ont été sont aussi celles du trouble anxieux généralisé. Alors, au niveau des doses thérapeutiques, chez l'adulte, on va commencer effectivement à petite dose pour pouvoir monter progressivement jusqu'à 300 mg par jour en 3 prises. Les augmentations de doses se font de façon hebdomadaire jusqu'à une posologie maximale de 600 mg par jour. Il est important de pouvoir stopper ce médicament de façon progressive. Alors, à dose thérapeutique, c'est recommandé de le faire au moins sur une semaine. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre de nos usages, on va probablement être beaucoup plus prudent du fait d'un risque de survenue de différents symptômes lors du syndrome de sevrage et notamment de convulsions. Une diapositive, s'il vous plaît. Alors sur les indications, donc, comme Sylvie l'a dit, l'épilepsie, ça fait aucun doute. Il y a eu un service rendu qui est tout à fait favorable, en association avec d'autres médicaments, c'est jamais une monothérapie, d'après ce que j'ai lu. Sur les douleurs neuropathiques, il semblerait que ce ne soit pas la molécule de référence aujourd'hui, que la gabapentine soit au premier plan, mais ça reste quand même quelque chose d'efficace. Et les remboursements, d'ailleurs, ont été demandés et sont autorisés. Sur l'anxiété généralisée, c'est beaucoup plus douteux. Alors là, c'est le psychiatre qui parle, parce que l'effet est assez faible. Il n'est pas pour tout le monde. Il est assez faible. D'ailleurs, le laboratoire qui ont lancé l'étude sur cette indication n'a pas demandé le remboursement, je pense parce qu'il n'était pas certain de l'efficacité. Aux États-Unis, c'est très utilisé. Moi, j'ai regardé une revue Cochrane d'il y a quelques années qui dit que c'est pas un effet extraordinaire. Et en gros, c'est vraiment le dernier recours dans les troubles anxieux généralisés. Il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. Ceci dit, c'est important de savoir ça. Oui, mais vous pouvez passer des potions parfaitement. Parce que l'une des limites aussi dans le trouble d'anxiété généralisée, c'est qu'il y a des effets secondaires, parfois des effets secondaires psy, dont il peut y avoir effectivement de la nervosité, de l'agitation, une anxiété, une humeur dépressive, des choses qui vont pas, des attaques de panique, des choses qui ne vont pas très bien chez les anxieux de toute façon. Donc c'est aussi une des limitations au-delà de l'effet, c'est que l'effet n'est pas très efficace et en même temps, il y a des effets secondaires qui viennent compenser l'efficacité éventuelle. Alors on a essayé de regarder ce qui, entre les effets indésirables de la prégabaline et les effets recherchés pouvaient être un peu similaires. Vous voyez que dans les effets secondaires, qu'on va dire psy, oui, le plus fréquent, c'est l'humeur euphorique, ça peut être la confusion aussi, ça peut être une irritabilité, une désorientation, une insomnie. L'insomnie peut être recherchée. La désorientation, c'est l'effet un peu dizziness, l'effet l'ivresse finalement. La diminution de la libido, je ne pense pas que ce soit un effet recherché. Par contre, dans les usages, les gens disent clairement qu'il y a un effet stimulant d'augmentation de l'énergie, d'euphorie qui plaît. Dans les moins fréquents, on a donc des attaques de panique, on a de la nervosité, je l'ai dit, une agitation potentielle, une dépressivité, l'excitation, l'agression, l'humeur changeante. Ça va peut-être être plus intéressant pour des gens qui ont des profils où ils cherchent, j'allais dire, une stimulation. La dépersonnalisation, le manque de mots, ou le rêve anormaux, ou l'apathie ne sont pas a priori des choses très recherchées, mais par contre, on a un certain nombre d'usagers
qui ont des états de stress post-traumatique avec des cauchemars traumatiques et avec des moments de flashback et qui décrivent assez clairement que la prégabaline, ça marche vachement bien là-dessus et que ça leur permet de ne plus éprouver ça. Donc voilà. Alors rare la désinhibition aux doses thérapeutiques, mais qui apparemment semble beaucoup plus fréquente aux doses élevées. On peut être dans la désinhibition délictuelle, et là vous voyez mon tropisme judiciaire, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de gens qui vont prendre de la prégabaline souvent en association avec d'autres choses, on y reviendra, pour commettre ou faire commettre des délits. On est quasiment dans de l'influence chimique, notamment dans des phénomènes de narcotrafic, où on donne à des gamins ou à des jeunes de la prégabaline avec des benzos pour qu'ils braquent quelqu'un, pour qu'ils fassent un règlement de compte ou des choses de ce type-là. Ce sont des choses qui ont été évoquées, qui sont à mon avis très sous-estimées, parce que ce n'est pas recherché tellement par les forces de police. Voilà, je vous ai mis à côté une petite image avec une copie d'un flyer, je ne sais pas si ça se voit très bien, qui a été fait par l'association Charonne, qui est extrêmement, Opélia, pardon, tout Centre-Charonne, qui est destiné au public, où on voit bien les effets qui sont recherchés à destination des usagers. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, moi, je vais vous parler effectivement un petit peu de ce suivi d'addictovigilance. En fait, effectivement, on peut avoir l'impression que les choses sont assez récentes, mais ça fait effectivement plus d'une dizaine d'années que la prégabaline est suivie en addictovigilance, date à laquelle les premiers cas d'abus sont apparus. Des suivis ont été faits de façon très régulière, puisque finalement il y a une modification de cas de mésusage et de dépendance augmentait régulièrement au fil des années. Alors les premières populations qui ont été qui présentaient un mésusage ou un abus de dépendance étaient deux populations différentes, les patients douloureux qui pouvaient effectivement donc, être traités par opioïdes ou qui étaient traités par prégabaline, et les patients qui étaient sous TSO, traitement de substitution aux opiacés, polyconsommateurs de substances psychoactives. Les effets recherchés étaient des effets de glyphose ou d'euphorie, ou au contraire éventuellement d'apaisement pour certains patients. L'augmentation de ces notifications a été continue au fil de ces années. Il est effectivement important aussi de noter qu'en fait, une enquête qu'on réalise au sein des officines, qui s'appelle OSIAP, ordonnance indicateur d'abus possibles, monitore les ordonnances qui sont falsifiées, et la prégabaline est devenue la première molécule à être falsifiée justement d'après les données de cette enquête, et effectivement 50% des ordonnances utilisées par les gens qui ont un problème de mésusage sont falsifiées. C'est pour ça qu'en 2021, après plusieurs informations qui ont été réalisées auprès des professionnels de santé, il a été décidé effectivement pour sécuriser l'accès à cette molécule de mettre cette ordonnance sur cette prescription sur ordonnance sécurisée, et à partir de ce moment-là, on a commencé effectivement à avoir un impact sur le nombre de cas de mésusage et d'abus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors oui, le profil du mésuseur, c'est vrai que souvent les mésusages ou les addictions promènent avec elles une sorte de stéréotype un peu médiatique. Pour la cocaïne, c'est le zombie cracker des rues bien connu. Pour la prégabaline, c'est quand même souvent le stéréotype du mineur non accompagné ou des migrants. C'est pas totalement faux, mais c'est pas uniquement ça, et Sylvie l'a déjà dit à propos des douloureux chroniques, on y reviendra. Il y a deux populations, enfin deux groupes de populations qui ont été un peu repérés comme ayant plus de mésusage de prégabaline. En Afrique subsaharienne, où le produit semble très disponible, probablement avec aussi des copies,
comme toujours des médicaments qui ne sont pas des vrais médicaments, mais en tout cas il est très vendu. Et dans les Balkans, et aussi, il y a eu notamment une filière avec la Grèce, transitée par la Grèce pour alimenter. Aujourd'hui, ça existe. Moi, les chiffres, les données que j'ai, c'est qu'il y a aussi beaucoup de détournements. Et il y a eu une affaire assez récente de détournement à Clermont-Ferrand, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais disons que c'était chez un grossiste, en fait, que je crois quelque chose comme une palette de prégabalin avait été détournée, donc on est dans des 2000 boîtes de prégabalin. Voilà, donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose d'un marché. Chez ces personnes-là, l'usage, comme je disais, c'est l'autothérapeutique, c'est le trauma, c'est la gestion aussi des descentes d'autres produits et parfois la désinhibition. Le vrai souci, je pense, aujourd'hui, plutôt en termes de nombre de personnes, ça va être les douleurs chroniques et le mésusage chez ces gens qui vont augmenter tout doucement, un peu comme on a pu connaître à une époque l'entrée dans la dépendance aux opiacés par la douleur. On peut avoir le même mécanisme. Donc les douleurs chroniques, il semblerait, et ça Sylvie en a parlé, qu'il y ait plus de 10% des gens qui augmentent les doses au-delà de la préconisation. Et puis il y a toutes les personnes qui ont un trouble de l'usage de substances actuelles ou passées, enfin que ce soit des opiacés, que ce soit du cannabis, de la cocaïne, qui commence à devenir aussi une porte d'entrée, puisque pour gérer la descente de cocaïne, les gens commencent à prendre de la prégabaline. Et là, on a les mêmes profils que les autres, et ils sont souvent consommateurs d'autres substances. À savoir que la voie principale est orale, mais qu'il y a aussi des voies nasales, IV, même rectales qui ont été décrites. Et là avec une augmentation des risques à la fois de dépenses et d'intensité des effets, comme toujours, ces choses-là. Diapo suivante. Alors, la prégabaline, va effectivement avoir des effets indésirables à titre d'effets potentiellement sédatifs. Donc, effectivement, elle doit être utilisée avec précaution, avec tous les dépresseurs du système nerveux central, et notamment les benzodiazépines, et notamment le Rivotril, qui peut parfois être utilisé dans cette population de polyconsommateurs, puisque les effets sédatifs vont effectivement s'associer, et dans le cas de l'usage, les doses utilisées peuvent éventuellement être importantes. Il faut aussi faire particulièrement attention à l'interaction avec les opioïdes, que ce soit chez les toxicomanes, mais aussi chez les patients douloureux chroniques, puisque chez les patients qui ont développé une tolérance physique à l'opioïde, et donc qui vont pouvoir effectivement avoir parfois des doses relativement importantes sans avoir forcément d'effet indésirable, l'ajout de prégabaline va modifier cette tolérance aux opiacés qui va diminuer de façon importante et qui est à risque d'avoir des effets de type overdose aux opioïdes, ou tout au moins des effets indésirables importants. Donc c'est pour ça qu'il faut être particulièrement prudent, donc chez les douloureux chroniques qui peuvent bénéficier d'opioïdes et chez les patients toxicomanes avec une titration très lente de la prégabaline sous surveillance de survenue d'effets indésirables. Diapo suivante. Alors voilà, donc du coup, on avait un peu synthétisé ça sur deux situations à risque. Le patient inconnu, on pourrait par excès suspecter un mésusage alors qu'il puisse avoir une prescription correcte, et ça c'est vraiment, je pense, le problème du pharmacien ou du médecin généraliste qui ne connaît pas la personne et qui voit arriver une ordonnance et une demande de traitement, et le patient connu chez lequel on peut ne pas penser au mésusage par défaut parce que il a une prescription depuis un moment et on voit des demandes de renouvellement, mais ça on va y revenir sur les signes peut-être qu'ils doivent alerter, mais je pense qu'il faut penser à la prégabaline dès qu'elle est prescrite et à toutes les associations potentielles. La suivante. Donc du côté prescripteur, c'était notre truc sur le signe d'alerte devant un patient non connu, surtout si vous n'êtes pas le médecin traitant.
Il y a des signes, et ça, enfin, vous les connaissez bien sûr, mais la résidence éloignée, la personne qui est dans notre département, qui vous dit je suis de passage, zut, j'ai pas de chance, j'ai oublié ma boîte, il me faudrait 300 mg. La présentation clinique qui peut être spectaculaire, on a eu un cas comme ça d'un monsieur qui est arrivé pratiquement en fauteuil roulant, en prétendant avoir eu un accident, tout ça étant très flou, et c'est pas concordant avec l'examen clinique. L'imprécision de la première prescription, je crois que si on n'est pas quand même dans les mêmes règles que pour les TSO, il faut quand même avoir les mêmes réflexes, c'est-à-dire quel spécialiste, quelle pharmacie vous délivre, quel médecin, quel est votre médecin traitant habituel, et est-ce que je peux l'appeler. Signe d'alerte aussi, l'urgence, la fin de prescription, la perte d'ordonnance, celui qui demande d'emblée une posologie importante, ou supérieure à la même, bien évidemment. Les demandes associées, si on vous parle de benzodiazépine, de Rivotril, alors il semblerait que le Rivotril était un peu difficile d'accès en vente de rue. Les gens que j'ai vus là se rabattent sur le Valium actuellement, diazépam. Donc ordonnance, voilà, bien sûr s'il y a une ordonnance d'opiacé ou un traitement en cours d'opiacé, prudence. Et alors aussi petit signe, si vous êtes sur quelqu'un qui est peut-être dans le trafic, c'est qui demande le Lyrica et qui refuse les génériques et qui exige d'emblée du 300 mg. C'est celui qui est le plus vendu dans la rue à hauteur de 20 € à peu près une boîte, ce qui fait un gros bénéfice. Bien sûr, si vous refusez qu'il n'y a pas d'insistance et que le type dit bon, bah, c'est pas grave, je m'en vais, vous avez là une certaine certitude. Alors, un petit rappel quand même, si quelqu'un vient vous voir, moi j'ai trouvé cette information et je pense que ça va se clarifier dans les mois qui viennent. Dans les douleurs neuropathiques, les recours, on va mettre plutôt aujourd'hui en première attention sur la gabapentine. Donc je pense que quelqu'un qui viendrait vous voir de non connu douloureux chronique ou avec des douleurs neuropathiques, il vaut mieux lui proposer de la gabapentine que de la prégabaline, d'autant que la gabapentine a une montée en dose beaucoup plus lente. Bien suivante. Oui. Alors du côté du pharmacien, ça va être effectivement à peu près les mêmes choses que vous allez pouvoir repérer, et ça, effectivement, vous en avez l'habitude. Donc effectivement, on vient d'en parler, donc je ne vais pas reciter effectivement toutes les choses, mais effectivement, en général, vous avez le nez quand même pour sentir effectivement qu'il y a quelque chose qui est en lit sous roche en fait. Donc je ne vais pas refaire effectivement toutes les critères, mais voilà. Alors, diapo suivante. Par contre, tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement de cette enquête qu'on réalise, donc ordonnance suspecte, qui peut être un indicateur d'abus possible. Et c'est vrai que dans cette enquête, pour caractériser effectivement une demande qui pourrait être suspecte, on a différents critères, qui peuvent être la modification de la posologie ou de la durée du traitement, notamment si il existe en plus une écriture différente. Ça peut être aussi le fait que les posologies ne sont pas adéquates ou adaptées, qu'il y ait effectivement des incohérences dans la présentation ou le discours du patient. Après, vous savez aussi bien repérer, sans doute mieux que moi, les ordonnances qui auraient pu être scannées, créées, etc. Vous repérez aussi assez bien, en général, les fautes d'orthographe et les prescriptions qui ne sont pas conformes. Vous pouvez aussi éventuellement avoir un vol de vol d'ordonnance et vous pouvez aussi, bien sûr, détecter les chevauchements non autorisés. Puis après, il y a tout côté, à côté du contexte où les gens vont venir sans leur carte vitale, vous devront payer. Et à partir du moment où effectivement on commence à être un peu réactif, à ce moment-là, c'est vrai que quand on veut appeler le médecin traitant, on a parfois des personnes qui vont sortir de la pharmacie qui ne vont pas insister en fait. Et puis après, c'est vrai que c'est plutôt récent, mais il y a aussi toute la problématique des ordonnances qui sont issues des plateformes de téléconsultation. Diapo suivante.
Sur le patient connu, on a essayé de repérer quelques critères, enfin je pense que vous les avez aussi, puisque vous y avez été sans doute confrontés. Des demandes assistantes, bien sûr, le patient qui revient, vous lui faites une ordonnance pour 28 jours et il revient au bout de 15 jours en vous disant qu'il a perdu la boîte ou qu'il n'en a plus. Un attachement au traitement, quand vous voulez descendre et que vous sentez qu'il y a une désirabilité du traitement, des effets positifs sur le plan des gens qui vont vous dire « Ah bah depuis que je suis bien, je suis de meilleure humeur, je suis plus actif, je suis euphorique ». C'est pas normal, c'est pas ce que vous recherchez. On ne cherche pas une fonction antidépresseur. On a un peu la même chose avec le tramadol, pour la terminologie. Le refus des génériques parce que ça serait magiquement moins efficace que la molécule, excusez-moi. L'augmentation des douleurs sans cause plausible, c'est-à-dire la personne qui va vous dire mais là ça ne marche plus, il faudrait augmenter la dose, qui tout de suite vous demande d'augmenter la dose. Les prises en quantité supérieure ou en dehors du contexte douloureux, j'en prends parce que j'ai une contrariété ou des choses comme ça. Là, je crois que c'est vraiment important de mener le dialogue avec vos patients et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour éviter les stades en posologie ou en nomadisme médical qui pourrait faire qu'ils se retrouvent avec plusieurs prescriptions et plusieurs consommations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour les kinésithérapeutes, infirmières, vous qui êtes effectivement proche du patient ou qui pouvez effectivement être à domicile, vous pouvez effectivement aussi repérer des éléments qui pourraient vous évoquer un mésusage, avec notamment le fait qu'il y ait plusieurs ordonnances, plusieurs prescripteurs, ou éventuellement plusieurs pharmacies si le patient vous montre son ordonnance. Si vous rapporte qu'effectivement il a dû augmenter les doses au-dessus de 600 mg parce qu'effectivement ça lui faisait du bien, ou qu'il y ait des stocks à domicile, c'est vrai que ça peut être des éléments qui peuvent vous évoquer une difficulté avec ce traitement. Après, ce qui est important, c'est que vous pouvez aussi le remettre du bon usage du médicament, et notamment prévenir sur le risque d'association d'autres médicaments et aussi du risque de syndrome de sevrage. Il est important aussi de pouvoir dire que ce médicament n'est pas un antalgique. C'est parce qu'il va moduler le fonctionnement et la transmission des informations au niveau nerveux qu'il va pouvoir agir sur l'épilepsie ou les douleurs. L'arrière-pensée, c'est que la prégabaline ne doit pas être utilisée comme antalgique pour quelqu'un de la famille ou dans d'autres circonstances, puisque ils ne sont pas prescripteurs et donc dans ces cas-là, il faut être vigilant, et notamment, comme on l'avait dit, avec les opioïdes en fait. Oui, avec le risque de j'ai mal, j'en prends. Et on a des gens qui augmentent les doses comme ça parce qu'ils le prennent comme ils prendraient du paracétamol ou un antalgique ou autre, alors qu'on est sur un traitement de fond. Et là, je pense que vous avez un rôle d'éducation thérapeutique tout à fait important, de rappeler ça et d'appuyer le médecin et le pharmacien là-dessus. La suivante. Alors, on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va dire le dialogue, mais ça c'est facile. Si c'est un patient connu, je dirais que c'est un peu la même démarche que quand vous avez un patient que vous suspectez d'avoir un problème d'alcool et que vous avez des marqueurs biologiques ou une HTA qui arrive et que tout doucement, il faut commencer à faire du repérage et de l'intervention brève là-dessus. Ça, c'est possible, je pense, dans la situation du patient connu où vous êtes le praticien ou le pharmacien habituel. Par contre, sur le patient inconnu qui débarque à 19h dans le cabinet, c'est tout à fait différent. Je crois que, compte tenu des effets secondaires de désinhibition potentielle et de mésusage, il faut quand même être prudent et pas se mettre en danger parce que des refus bruts et catégoriques avec des gens qui prennent une substance potentiellement désinhibitrice, potentiellement confusionnante, peuvent être risqués en termes de sécurité. Donc, là, on fait appel à toutes les astuces que vous pouvez connaître. On en a listé quelques-unes.
prescrire avec des critères tellement, enfin une ordonnance tellement mal écrite que le pharmacien habituel va dire qu'est-ce que c'est que ce truc que je n'arrive pas à lire, donc je vais appeler le médecin, dire qu'il y a une absence en pharmacie, enfin tout un tas de choses, obligation de la CPN qui impose que vous soyez enregistré, enfin, vous connaissez toutes ces stratégies-là, mais ça peut être des dérivatifs, je pense, surtout quand on est isolé, qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu insistant, ça peut être... enfin, là, on fait appel à votre expérience de tous, je pense, pour trouver des stratégies, et je pense que vous les connaissez. Au pire, contactez-moi, contactez la CPN si vous avez un patient connu qui dérape énormément sur des consommations et que vous suspectez de se mettre en danger, c'est pas une absurdité. La police, si vous avez vraiment un doute de trafic, je vous rappelle quand même qu'il y a 2 généralistes qui viennent d'être condamnés, l'un est en détention, pour avoir prescrit pour l'un plus que tous les hôpitaux de la région de Prégabaline, lui tout seul, et l'autre pour avoir fait, je crois que c'est vers Saint-Nazaire, 800 prescriptions de Prégabaline dans l'année à des doses suprathérapeutiques. Donc, il faut quand même faire attention, ça peut être condamnable, et donc ne pas se mettre en danger non plus sur le plan judiciaire. Diapo suivante. Alors, la prise en charge du trouble de l'usage. On a un peu cherché, et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de recommandation, de consensus actuellement clair sur le comment faire. On a trouvé des choses sur la réduction de la dose, en fait le sevrage en prégabaline. Ça c'est connu puisque c'est connu depuis l'usage thérapeutique de la molécule. Par contre, il n'y a pas grand-chose sur une spécificité, enfin il n'y a même rien sur une spécificité de la prise en charge des mésuseurs de prégabaline. Il y avait une étude en anglaise dont j'ai mis les références à Parsons qui dit assez clairement qu'il faut être sur de la réduction des risques et des dommages, c'est-à-dire rappeler aux gens que l'effet est dose dépendant, et donc plus ils vont augmenter, plus ils ont un risque de confusion, plus ils ont un risque d'accident. Faire attention aux associations, on ne cesse de le répéter, donc on va le répéter encore une fois. Rappeler aussi, et ça c'est important, que le sevrage est pénible. Il parle de hellish sevrage, donc vraiment infernal. Et ce qui veut dire qu'il faut encadrer ce sevrage et que ça ne peut pas se faire de manière sauvage et laisser la personne seule avec le sevrage. S'il y a une réduction dans cet article, moi j'ai trouvé une réduction à faire de palier de 50 à 100 mg par semaine pour la prégabaline. Eux citaient aussi la gabapentine parce qu'il semblerait qu'il y ait eu un report, en tout cas en Angleterre et dans certains pays, vers la gabapentine comme mésusage. Et là, ils ont des doses de 300 mg tous les 4 jours, ce qui montre que la cinétique est différente. Il n'existe aucune molécule de substitution. Ça, on a regardé le truc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer pendant le sevrage par autre chose. Si les bandeaux ont été utilisés, c'est essentiellement dans le risque de convulsion chez des sujets à risque, à haut risque de convulsion, mais ça n'est pas un traitement du sevrage. Un article récent qui est une série de cas qui n'est pas une étude, je veux dire qu'il y a des critères suffisants, montre que la gabapentine en sevrage pour traiter des mésuseurs de l'Irican ne fonctionne pas. Alors, je pense qu'on va se retrouver normalement dans la situation la même que pour le sevrage ambulatoire en alcool, c'est-à-dire que le sevrage ambulatoire en alcool, on sait bien qu'il y a des contre-indications absolues qui peuvent être le risque convulsif, le risque de confusion, et on va être dans la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un risque dû à une comorbidité ou à des antécédents particuliers, moi j'ai listé l'épilepsie, bien évidemment, les antécédents convulsifs, un trouble de l'usage autre d'autres substances ou une pathologie mentale, je pense à des psychotraumas sévères ou à, pour certains patients, des troubles psychotiques par exemple. Là, je crois qu'il faut envisager le sevrage hospitalier. De même, sur des doses très importantes, les Anglais signalent un cas à 7500 mg de prégabaline par jour. J'imagine que le sevrage a dû être un peu compliqué. Voilà, dia suivante. Voilà, on a fini avec notre présentation.
On a des liens utiles, on n'a pas de lien d'intérêt, par contre, on l'a pas dit. Vous avez les adresses de la pharmacovigilance et de l'addictovigilance si vous avez des difficultés, si vous rencontrez des choses comme ça et si vous voulez Notifier des cas. Ça l'intéresse, bien évidemment. Mais si vous voulez aussi des informations sur l'abus, la dépendance, les complications, vous pouvez effectivement nous contacter. On est là pour effectivement répondre aux questions des professionnels de santé. Et bien évidemment faire une veille, je le dis à ta place, c'est-à-dire s'il sortait des articles ou des études sérieuses sur le comment sauver ou comment prendre en charge, bien évidemment que la vigilance serait informée de ça et on peut en faire relais à ceux qui nous le demandent, bien évidemment. Ceux qui vous le demandez. Je n'ai plus d'entrée. Voilà. On vous remercie. On espère que voilà, vous avez des questions et qu'on pourrait y répondre. Un très grand merci déjà pour votre présentation, pour la qualité de cette présentation. J'invite donc effectivement les personnes qui souhaiteraient poser des questions, soit à les marquer dans la conversation, soit d'allumer votre micro pour poser vos questions. Peut-être pour commencer ces échanges, nous, c'est vrai que quand on nous a parlé de cette difficulté de pouvoir être, par exemple, pharmacien d'officine et devoir gérer ces problématiques-là, des fois remonte cette question de est-ce qu'on ne pourrait pas faire des fiches liaison entre pharmaciens, médecins, infirmières, éventuellement s'il y a une délivrance à domicile. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type d'initiative? Est-ce que vous avez une expérience à remonter par rapport à ça? Alors, en fait, ça me fait penser au cadrage qui est mis en place quand il y a effectivement un usage où la délivrance de certains médicaments qui posent soucis ou qui sont mésusés par des patients. Donc ça me fait penser à ça. Moi, je n'ai pas de cas précis par rapport à ça. Maintenant, plus il y a de communication effectivement entre l'équipe de soignants qui est autour du patient, effectivement, mieux le sait. Je ne sais pas si toi, tu as des... Moi, j'ai fait ça une autre fois, mais pas avec la prégabaline, pour une personne qui était un utiliseur de Stilnox, qui en consommait des quantités ahurissantes et qui avait été épinglé du coup par la CPAM. Et on avait mis en place un protocole de prise en charge avec la CPAM parce qu'on était allé au suprathérapeutique, bien évidemment. On était à 20 comprimés de Stilnox par jour. Donc on avait mis en place un protocole avec le pharmacien, le médecin traitant, et il y avait un seul prescripteur, c'était moi qui me connais, mais il était clair que tout contrôle avait été en fait dans le cadre du protocole de soins mis en place avec la CPAM. Est-ce qu'il faut tendre vers ça? C'est lourd, mais je pense pour certains cas de gros désusage, ça pourrait être une possibilité effectivement intéressante parce que ça cadre pour tout le monde, ça rassure et au moins ces gens sont pris en charge, alors sinon ils sont souvent rejetés. Merci beaucoup. Juste, vous pouvez voir sur l'écran partagé un QR code pour ceux qui quitteraient à présent le webinaire, qui vous invite du coup à répondre à ce questionnaire de satisfaction qui ne doit pas être très long a priori. Je ne sais pas si dans les participants, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Apparemment, Alors, je vais continuer un petit peu sur mes questions de mon côté. Peut-être que ça pourra susciter d'autres questions. Dans le cas de surconsommation, en fait, plus sur l'impact toxicologique, je vais dire, est-ce qu'il y a des choses à faire si la personne est clairement surdosée? J'imagine qu'il ne doit pas y avoir d'antidote. Vous avez dit que les benzodiazépines n'étaient qu'avisées de réduction du risque de commercialité. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques ou on est vraiment sur du traitement symptomatique?
Nous, quand on travaille au centre antipoison et qu'effectivement on a une intoxication à la prégabaline ou à la gabapentine, ça va être essentiellement comment dire, une surveillance clinique qui va être réalisée. Effectivement, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de spécificité particulière par rapport à ces molécules-là. Après, je ne sais pas si vous parliez plutôt de cette situation-là ou plutôt du mésusage chronique. Hein. J'envisageais plutôt si une personne venait à être en situation d'overdose, j'imagine peut-être plus dans des contextes de polyconsommation, est-ce qu'il y avait des stratégies spécifiques à la prégabaline ou pas? Alors, dans les situations, il y a eu des études, notamment dans les pays du nord de l'Europe, qui montraient qu'effectivement, la prégabaline en association avec des opioïdes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit des opioïdes antalgiques ou des opioïdes médusés ou dans le cadre d'un traitement de substitution aux opiacés, il peut y avoir effectivement des tableaux d'overdose qui seraient des tableaux de type opioïde. Et là, effectivement, du coup, en termes de stratégie, oui, c'est un appel au SAMU, une administration de naloxone si le patient en avait sur lui, si l'entourage ou si vous-même vous en avez à disposition, mais toujours effectivement en lien avec le SAMU, dans le sens où effectivement, si effectivement, tant mieux si la naloxone fonctionne, le patient risque d'être éventuellement particulièrement agité et en sevrage, et donc il faut pouvoir effectivement sécuriser. Mais dans ce cadre-là, effectivement, on peut avoir une action avec la naloxone. D'accord. D'où l'intérêt. Alors, c'est vrai que la naloxone, elle est aussi bien recommandée chez les patients qui ont un trouble de substitution, qui ont un traitement de substitution aux opiacés, qui médusent les opioïdes, mais ça peut aussi être une bonne option aussi chez les traitements douloureux, les patients douloureux qui reçoivent des antalgiques de palier 3. Parce qu'une erreur est vite arrivée, et donc du coup on sait qu'il faut aller rapidement dans ces cas-là. Mais de surcroît, si effectivement il y a une présence de prégabaline dans le traitement du patient. Avoir de la naloxone sur soi, ça peut effectivement être utile pour soi ou éventuellement pour d'autres personnes à côté en fait. Il y a une question qui apparaît là. Est-ce que les patients sont au courant quand le professionnel de santé communique sur son mésusage? Peut-on en pratique sortir du secret médical? Je pense que ça se pose aussi en intervision, oui, bah, tout à fait. Moi, je crois qu'on a tout intérêt à communiquer sur le mésusage dès lors qu'on a communiqué avec le patient sur le mésusage. Parce que le pire serait de parler du mésusage sans que la personne le sache. Non, ça, c'est le côté. Enfin, je pense que tous ceux qui font de la dicto connaissent bien ces situations où toute la famille parle du mésusage, mais on n'en parle pas avec la personne concernée. Je crois que c'est important de le mettre au centre du réseau et de lui dire qu'on est en difficulté avec ça, ou si pas en difficulté, que tout le monde en est inquiet pour lui en tant que patient, et qu'on se demande comment collectivement on va pouvoir l'accompagner et l'aider là-dedans. À partir du moment où c'est pas de la dénonciation d'un trafic ou de choses comme ça, on est dans le secret partagé puisqu'on est dans la collaboration. Alors, a fortiori, si vous êtes dans la situation où vous êtes le prescripteur, vous êtes le pharmacien qui délivre, ou vous êtes l'infirmier qui vient préparer les traitements à domicile, et que vous êtes au courant d'une information qui met quand même potentiellement en danger la vie de la personne. Donc, tant que je pense on reste dans le réseau des premières lignes autour de la personne, c'est notre, j'ai presque notre devoir, à condition d'en avoir parlé avec lui. S'appeler pour dire, dis donc, tu ne penses pas qu'il m'exuse alors qu'on ne l'a pas évoqué avec la personne, il me semblerait, là par contre, éthiquement difficile. Je me permets juste une petite précision sur la question de l'intervision. Normalement, l'intervision, elle se réalise avec l'accord du patient. Oui, personne. Voilà. Oui, oui. Donc, normalement, il est informé du fait qu'on va parler de la situation avec lui. De manière anonyme, en respectant toutes les précautions pour qu'il ne soit pas reconnu. Ça fait partie des principes, oui.
Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. J'avais une question de ce que vous avez regardé dans votre revue de la littérature. Il n'y a pas de petits questionnaires type Opioid Risk Tool ou de POMI pour évaluer une prescription, avant de lancer la première prescription ou dans le courant du suivi d'échelle d'auto-évaluation du risque de dépendance ou de tourner vers une conduite addictive. J'ai rien trouvé. Moi, je m'étais posé la question aussi d'une sorte de cahier de la douleur, un peu d'agenda de la douleur pour voir comment et les prises, pour essayer de monitorer les prises et de voir comment, pour les douleurs chroniques, ils utilisent la prégabaline pour pouvoir repérer précocement un dérapage où justement la prégabaline devient consommée comme un antalgique. Mais j'ai rien trouvé. Je pensais que sur les sites concernant, comment dire, sur la douleur, j'allais trouver quelque chose là-dessus. J'ai rien trouvé. Alors j'ai peut-être pas bien cherché, hein, mais en tout cas, ça semble des outils intéressants parce que les prescriptions sont quand même fréquentes et le risque n'est pas anodin. On parle de 10% de risque chez les douleurs chroniques. Vous êtes chat. J'ai des douleurs chroniques, on parle quand même de 10%, et je pense que le nombre de douleurs neuropathiques traitées par prégabaline ne va pas diminuer. Donc, Après, je pense que le questionnaire POMI, par exemple, ça peut être un guide, même s'il n'est pas validé, mais dans son usage-là, mais c'est vrai que ça permet de se poser des questions et voilà, de prendre un petit peu de temps aussi pour y réfléchir. Donc, ça peut être aussi, je pense, utile, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on part du principe que tout questionnement des usagers, ça peut être pertinent. Après, on ne peut pas considérer que l'outil est validé en tant que tel parce qu'il n'a pas été, il n'y a pas de recherche par rapport à ça. Mais en tout cas, on est assez partie prenante peut-être de diffuser des outils qui permettent de pouvoir en échanger avec les patients. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres réactions parmi les participants. Très beau chat. Ouais, bon, il va faire un star. Allez, on laisse travailler 5 minutes. Je veux prendre du télétravail. Désolé. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent évoquer effectivement une expérience, ça peut être intéressant. Des Bitcoin, oui, tout à fait. Il y en a. Je réponds à ça. Donc, il y en a un qui a été fait par l'association Pelia, qui est assez bien fait. J'en ai trouvé un autre. Je pourrais les mettre à disposition si vous voulez. C'est assez bien fait parce que c'est ni dramatisant, ni comment dire, ni banalisant. Alors, ils sont plutôt orientés vers le mésusage, j'allais dire, non pas chez les douloureux chroniques. J'ai pas trouvé d'outils de communication vers les personnes douloureuses chroniques. Je pense que là, on est dans les trucs habituels des traitements long cours ou des traitements de la douleur. Mais ça mériterait, oui, sans doute de le créer, oui, ou tout au moins d'y réfléchir collectivement. Merci. On vous remercie en tout cas pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la salle. Je ne vois pas. Est-ce que vous recommanderiez finalement, parce que vous parlez de public qui serait un petit peu, où il y aurait une porosité maintenant dans les pratiques, avec de plus en plus de mésuseurs, par exemple, vous parliez de consommation de cocaïne, de crack, avec de recours aux gabapentinoïdes pour la gestion de la descente. Est-ce que ça fait partie peut-être des choses je pense que vous avez une notion qu'actuellement l'ARS met en place un groupe de travail sur le crack. Est-ce que ça devrait faire partie des recommandations d'interroger peut-être maintenant systématiquement s'il y a un usage de prégabaline en gestion de la descente?
C'est pas, enfin, alors, le problème, c'est qu'on est toujours influencé par les signaux, enfin, les séries qu'on vient de voir. Et j'ai quand même eu 3 personnes dans la semaine qui m'ont parlé de ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais plus sensible à cause du webinaire à faire, mais en tout cas, de personnes qui m'ont dit acheter dans la rue du Lyrica pour gérer la descente. Compte tenu des risques d'association, de trafic aussi, où le médicament n'est pas forcément celui qui est vendu, parce qu'ils sont vendus quelquefois dans la plaquette, mais quelquefois aussi déconditionnés. Il y a quand même je pense que ça mérite quand même d'interroger de manière systématique les consommateurs de drogues illégales, comme on les appelle, sur tous les produits. Mais ça, on le fait, je pense que la plupart d'entre nous le faisons systématiquement quand on rencontre ces personnes. L'association là semble se répondre quand même avec l'idée que c'est bien, c'est euphorisant, qu'on n'a pas la destinée de la descente de cocaïne, etc., qu'on dort mieux, enfin tout un tas de choses. Et donc je crains que ça se diffuse très vite. Ce d'autant que, a priori, il y a du trafic de rue, donc du coup, effectivement, c'est une population qui risque de croiser ces molécules qui sont effectivement vendues dans la rue. Moi, ce sont les 3 premiers signaux que j'ai de cette utilisation. Merci. Lundi d'accord. Donc moi, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Après, c'est toujours intéressant de se renseigner sur ce qui est utilisé. Je ne suis pas rassurée de ces notifications, puisque on sait que il y a un potentiel d'abus pour les gabapentinoïdes, et effectivement, les personnes qui ont déjà présenté des troubles de l'usage sont probablement plus promptes à en développer d'autres, et on voit qu'effectivement, ce mésusage de prégabaline est problématique. Donc, c'est vrai que du coup, je ne suis pas forcément très rassurée. Ce qui n'est pas rassurant, d'autant plus que, comme on dit, le sevrage est difficile. Le sevrage de prégabaline est difficile, donc on risque une espèce d'escalade, de course au traitement pour traiter les effets secondaires du sevrage avec une molécule qui elle-même va donner un sevrage, et encore une derrière, un peu ce qu'on a pu connaître à une époque avec cocaïne-héroïne, où la descente était gérée à l'héroïne, et où après on se retrouvait avec des gens qui étaient doublement addicts, qu'on voit encore, mais je trouve moins qu'il y a une dizaine d'années. Par contre, oui, je crois que ça mériterait quand même, en tout cas, s'il y a ce groupe de travail, d'évoquer l'idée qu'il faut chercher les autres molécules dans la prégabaline. Peut-être que je suis tombé sur un livre de mes users d'addicts à la cocaïne, mes users de prégabaline, mais bon, les 3 sont dans la même structure, les 3 ne se fréquentent pas, mais les 3 fréquentent le même dealer, donc il est probable qu'ils ont eu aussi la prégabaline au même endroit. Donc ça veut dire que ça se répand facilement dans la rue. Peut-être une dernière petite question de mon côté. J'entendais dans le cadre de la prise en charge de l'endométriose, donc on n'est peut-être pas directement dans les publics que vous citiez, mais certains médecins de la douleur faisaient état justement du recours aux gabapentinoïdes pour traiter la part de douleurs neuropathiques dans l'endométriose. Mais ils faisaient part aussi de leur activité d'une manière générale dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Et ils voyaient aussi des difficultés, en tout cas des réponses incohérentes dans les tests qui sont faits, les autoquestionnaires des N4 de la prise en charge des douleurs neuropathiques, où il y avait un peu des réponses un peu discordantes dans l'idée un petit peu de lever ce risque de mésusage dans le cadre de douleurs chroniques. Encore un signal intéressant, parce que on va avoir une extension quand même. On a toujours la MM, et puis on a toujours les extensions de proche en proche. Je ne suis pas du tout expert sur ce type de douleur. Je ne sais pas sur quoi ça repose en termes d'études.
je crains que ce soit comme la fibromyalgie, où on a mis des antidépresseurs, mis de la kétamine, des choses comme ça. Et le problème, c'est, je comprends le besoin de soulager, mais prudence avec des molécules à haut potentiel addictogène quand même. Chez des patients qui peuvent être en difficulté, que ce soit en termes d'humeur ou autre, avec un médicament qui pourrait être reconnu comme euphorisant. Donc, c'est vrai que l'association du terrain plus du produit, effectivement, mérite en tous les cas, comme on dit classiquement, une analyse bénéfice-risque, voilà, et de la prudence, et peut-être, s'il n'y a pas d'autres solutions thérapeutiques, être beaucoup plus vigilant et être beaucoup plus questionnant et plus proche de son patient et de le surveiller de plus près du coup. Écoutez, merci beaucoup. S'il y a encore des questions qui viendraient, n'hésitez pas. Là, peut-être qu'on peut se laisser encore quelques petites secondes, que ce soit sur la conversation ou en prenant le micro. Écoutez, j'ai l'impression que personne ne se manifeste. Encore une fois, un très grand merci pour votre présentation, pour votre disponibilité. Donc, je précise bien que on va pouvoir diffuser aux personnes qui se sont inscrites, pas pour les personnes qui le regarderont en replay, mais les outils dont vous parliez. Oui, je vous les adresse pour diffuser, ils seront plutôt, comment voulez-vous qu'on ça serait pour les flyers, par exemple? Et peut-être que ce serait pertinent à terme de diffuser, parce que de votre diapo, on pourrait presque diffuser à destination des pharmaciens d'officine ou des prescripteurs des points de vigilance. Alors, ça ne s'établirait pas sous forme de score, mais de dire attention, point de vigilance, point A, point B, point C. On pourrait éventuellement imaginer de diffuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pharmaciens, par exemple, notre réseau, qui ont été confrontés, voir si ça leur parle, si c'est pertinent, comment on peut améliorer, je ne sais pas, la formulation, des choses de ce type-là, mais oui, tout à fait d'accord. Et répondre aux questions qui pourraient se poser aussi, en fait, mais je trouve ça effectivement très intéressant. Mais je suis partante pour, si vous en avez besoin, pour travailler sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. À vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.